C'est vraiment quelqu'un qui a des entrées partout dans le monde juif, que ce soit chez les Haredim ou chez les réformim ou les laïcs. Je crois qu'il va mettre ses atouts au service de la présidence. Igal Palmore, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je rappelle que vous êtes directeur du département des relations internationales à l'Agence juive et vous êtes donc bien placé pour parler du nouveau président de l'État d'Israël qui est encore, on va dire, en fonction pendant encore quelques jours à la présidence de l'Agence juive. Alors, dites-nous si on se trompe, mais on a le sentiment qu'avec Yitzhak Herzog, on sera avec un président qui aura un regard tourné essentiellement, ou peut-être de manière assez massive, en direction de l'extérieur, peut-être des différentes nations, mais surtout du judaïsme de diaspora. Oui, alors Yitzhak Herzog, qui reste pour encore un mois le président de l'Agence juive avant de faire le passage à la présidence de l'État, s'est fixé deux priorités. La première, c'est le regard tourné vers l'intérieur, vers les Israéliens. Il se veut le président de tous et de toutes, un président unificateur pour remédier aux divisions et à la polarisation de la société, mais une deuxième priorité non moins importante est effectivement un regard vers l'extérieur, vers les communautés juives du monde entier qu'il a toujours bien connues, mais qu'il a connues particulièrement bien au cours de son passage à l'Agence juive, pendant ces 3 années de présidence de l'Agence juive, où il a visité ces communautés partout dans le monde, d'Afrique du Sud, en France, les États-Unis, aux confins des États-Unis et de l'Amérique latine. Il a été partout et il a été surtout à l'écoute de toutes les communautés. Il connaît bien la vie des communautés, des différentes communautés, avec les défis spécifiques auxquels certaines communautés doivent faire face. Et il sera décidément un président ouvert au judaïsme mondial, à toutes les tendances et à tous les courants des communautés juives, d'où qu'elles viennent. C'est important, oui, vous le disiez, les communautés juives d'où qu'elles viennent, c'est-à-dire, on le sait, à l'Agence juive, l'ensemble des courants des communautés juives de diaspora est représenté, les réformistes, les conservatives et les orthodoxes. C'est important dans le contexte actuel où on voit aussi, on va en parler, on va dire un mot tout à l'heure, que la nouvelle coalition gouvernementale renferme un rabbin réformiste en la personne du rabbin Kariv, qui est membre du parti travailliste aujourd'hui, député travailliste. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ce rabbin, Gilad Kariv, est un ami assez proche d'Yitzhak Herzog. Ils se connaissent depuis très longtemps. Mais au-delà de l'amitié personnelle, de la connaissance personnelle, il s'agit d'une véritable approche d'ouverture. Je peux en témoigner. Vous avez parlé des courants massorti, libéral, donc conservatif et réformé, mais je l'ai vu tendre la main aux courants ultra-orthodoxes, antisionistes même. Il a particulièrement tenu à ce que les courants Haredim se sentent aussi concernés par l'Agence juive et sa mission, par la relation avec les diasporas, non seulement les communautés orthodoxes similaires, mais également toutes les communautés juives. Il est arrivé à être reçu par des éminences, des rabbins éminents Haredim. C'est pas tout à fait étranger à Yitzhak Herzog, puisque il faut le rappeler dans le contexte actuel, puisqu'on est francophone, que son arrière-grand-père, le Rav Yoel Herzog, était le fondateur de la communauté orthodoxe de la rue Pavée, en fait. Voilà, et son grand-père, le rabbin Yitzhak Halevi Herzog, était grand rabbin d'Irlande, et puis le grand rabbin ashkénaze d'Israël, enfin pas d'Israël, du rabbin d'Israël, de l'État d'Israël. Du Yishuv, voilà, du Yishuv juif, et puis de l'État d'Israël, et c'est celui qui a écrit la prière pour l'État d'Israël. Ouais. Donc, effectivement, lorsqu'il rend visite à des rabbins, de grandes autorités rabbiniques, il a un pédigré qui lui ouvre la porte, mais il a aussi une façon d'approcher les choses qui est très, très bien accueillie dans ces milieux. Il est allé les voir surtout pour parler de la possibilité
de revoir les conversions. Vous savez que les conversions, pour être reconnues par le rabbinat, par l'État d'Israël, doivent passer par un certain parcours. Eh bien, c'est sur ce parcours et sur une certaine ouverture, tout en restant fidèle à la halakha orthodoxe, bien sûr, il a voulu leur parler. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a des entrées partout dans le monde juif, que ce soit chez les Haredim ou chez les réformim ou les laïcs, partout. Et je crois qu'il va mettre ses atouts au service de la présidence. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une forme de réflexion sur le fait qu'au cours des dernières années, en fait, on a le sentiment, c'est très marquant, on va dire, depuis quasiment le milieu des années 90, avec Ezer Weizmann, que le poste de président de l'État, c'est une forme de lot de consolation pour les personnalités politiques qui n'ont pas réussi à atteindre le sommet, c'est-à-dire à être Premier ministre. Herzog aurait certainement voulu être Premier ministre, il était le leader du Parti travailliste, il a même obtenu avec Tzipi Livni un score assez honorable lors des élections de 2015, si je ne m'abuse, avec 24 mandats pour son parti. Mais finalement, il y avait ce plafond de verre qu'il ne parvenait pas à franchir. Et finalement, est-ce que c'est effectivement aujourd'hui la fonction de président de l'État, une sorte de lot de consolation pour hommes politiques? Et c'est ce qui a fait, par exemple, que bien massivement ces élus, ces députés ont voté en sa faveur au détriment de Myriam Peretz, qui est une personnalité elle-même qui est rassembleur et qui est consensuelle. Oui, je crois que cette image de la présidence comme lot de consolation accompagne ce poste depuis le début, depuis que Chaim Weizmann a été nommé président, alors qu'il rivalisait avec Ben Gurion pour le leadership du peuple juif et puis d'Israël, et il n'a pas obtenu. Ben Gurion était assis très fort sur le siège de Premier ministre, et la présidence a été créée. On l'avait pensé pour consoler Chaim Weizmann, et depuis, cette image s'est installée. Alors, je ne vais pas parler pour les autres présidents, mais on ne peut pas parler d'un poste d'un lot de consolation, pas plus qu'on ne pourrait le dire d'un quelconque poste ministériel, parce qu'on parlerait du poste de ministre de la Défense comme lot de consolation pour Benny Gantz, qui n'a pas réussi à devenir Premier ministre. Je ne crois pas. Il y a beaucoup à faire à la présidence. C'est vrai qu'on pense que c'est un poste qui n'est pas très politique, qui n'est que symbolique, mais il y a des choses à faire, non seulement dans la vision de la société israélienne qu'on peut évidemment faire avancer à partir de la présidence, mais le président, je dirais, sert souvent comme, je ne dis pas de façon non respectueuse, mais il sert d'instrument à la politique extérieure d'Israël. La diplomatie israélienne a recours parfois au président pour faire passer des messages, pour ouvrir des portes. Et je ne dirais pas qu'il le fait là où les autres ne peuvent pas le faire, mais c'est très souvent aussi un instrument de la diplomatie, puisqu'il a le président, quel qu'il soit, porte un titre qui le place protocolairement au sommet de l'État, et donc ça permet de faire passer lors de ces rencontres avec des éminences étrangères certains messages, certaines demandes, certains points de vue qui passent aussi à un niveau plus bas dans tous les canaux diplomatiques, mais quand ça passe à ce niveau-là, ça a un grand effet. Donc, on peut voir aussi le président comme un diplomate à part entière, entre autres, et ce n'est donc pas forcément un lot de consolation, c'est un véritable poste où on peut faire des choses. Alors, je voudrais peut-être, pour terminer, Yigal, avoir votre appréciation, votre jugement, vous qui êtes un observateur avisé de la société israélienne, sur ce qui s'est passé hier soir. On a presque oublié que le président de l'État avait été élu dans la matinée. La formation de cette coalition de changement, vous croyez en sa longévité de cette formation, de cette coalition qui est véritablement sur le fil, avec 61 députés, dont 4 députés arabes du Parti Ra'am,
l'État. Vous croyez, et puis on va dire des formations hétéroclites dans l'échiquier politique, vous croyez à sa survie ou à sa capacité à gérer les affaires de l'État aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas faire de pronostic. Évidemment, c'est une coalition hétéroclite qui ne tient qu'à un fil. Elle est faible politiquement, puisque son soutien à la Knesset ne tient qu'à un seul député. Mais en même temps, on peut dire que sa force, sa faiblesse et sa force, c'est-à-dire que chaque député saura que s'il n'obéit pas, s'il ne s'aligne pas sur la ligne de la coalition, il peut faire tout capoter, ça sera sa responsabilité et il se retrouvera dans l'opposition. Il y a déjà eu des coalitions qui ne dépendaient que d'un député et dont la longévité a surpris, justement parce que cette fragilité a fait que les députés étaient moins indisciplinés. Est-ce que ça sera le cas avec cette coalition-ci? Je crois que personne ne peut le savoir, puisque c'est quand même une coalition inédite. On n'a jamais vu une mosaïque pareille à la tête de l'État. C'est peut-être bien de voir autant d'éléments et autant de composants dans le gouvernement. C'est représentatif je dirais, de beaucoup de milieux et de cercles sociaux et politiques. Personne ne sait si ça va tenir. C'est une expérience politique qu'on n'a jamais tentée. Eh bien, on verra ce que ça donne. Eh bien, Yigal Palmor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour commenter à la fois donc cette élection du président Yitzhak Herzog au poste de président de l'État, 11e président de l'État, et puis pour nous donner votre appréciation sur la formation de ce nouveau gouvernement. Bonne journée, Yigal, et à bientôt.